Cette fois encore, le truand ne compte pas en rester là. Bien que la communication soit quasi impossible avec les autres détenus dans le QHS, Mérine parvient à se lier d'amitié avec un homme, François Besse. Une rencontre capitale. Comme lui, Besse est un roi de l'évasion. Les flics à ses trousses, ça l'excitait. C'est vraiment un homme qui navigue constamment entre la violence et le charme. Le but, c'était de se faire du fric et foutre la merde. Et pour foutre la merde, il se gênait pas, quoi. Hein. C'était son dada. Hein. C'est vrai qu'on peut quelquefois ridiculiser la police, mais on le paye toujours à la fin. Bien sûr, il y avait une volonté de tuer Mérine, parce qu'ils en avaient peur. Et il y a de quoi. La décision de tuer a été prise au plus haut niveau, ça je le sais. Mérine était un voyou, un bandit de grand chemin. Il a pris ses responsabilités, et voilà. Les policiers l'appelaient Mesrine. Lui prononçait Mérine. Et très vite, on l'a surnommé l'ennemi public numéro 1. Cela fait 35 ans qu'il est mort. 35 ans et on en parle encore. Des livres, des documentaires, des chansons, des films, Jacques Mérine est passé à la postérité. Alors, pourquoi et comment s'est-il forgé cette légende qui lui survit ? Comment expliquer le charisme de ce voyou qui a tenu la France en haleine ? Que sont devenus les acteurs de cette affaire ? Qu'a-t-elle changé au niveau des méthodes d'enquête et de l'approche judiciaire ? Avec Imen Gouali, nous avons décidé de retrouver les protagonistes de l'affaire Mérine et d'analyser avec eux les conséquences et les répercussions de ce dossier hors norme. Mesrine abattu à Paris. L'anti-gang avait repéré l'ennemi public numéro 1 depuis 2 jours. Les policiers l'ont coincé porte de Clignancourt alors qu'il s'apprêtait à partir en week-end. 5 mars 1973. Un homme fait irruption dans un bar du quartier de la Madeleine à Paris. Il veut donner une bonne leçon au patron qu'il soupçonne d'être un indique. Mais le patron n'est pas là. Alors, l'homme dégaine son Colt 45 et s'en prend au bar et aux bouteilles, comme dans les films, avant de disparaître dans la nuit. Cet homme au Colt 45, c'est Jacques Mérine, un bandit qui rentre du Canada. Là-bas, il est estampillé ennemi public numéro 1. Il est recherché pour de multiples braquages, prises d'otages et pour un double meurtre. En France, Mérine a aussi des casseroles. Les policiers le recherchent pour le meurtre d'un proxénète. Après plusieurs semaines d'enquête, les policiers repèrent sa planque. L'homme est dangereux. Ils décident de le prendre par surprise. Lorsque Mérine descend faire ses courses et rentre tranquillement chez lui, les mains pleines de paquets, les policiers lui sautent dessus. Jacques Mérine est fait, mais avec les policiers, le truand se montre joueur, voire grand seigneur. Jacques Mérine a dit écoutez, j'ai une bouteille de champagne au frais, on va sabler mon arrestation. Donc effectivement, pourquoi refuser après tout donc on a effectivement bu une coupe de champagne à sa santé. En garde à vue, Jacques Mérine continue sur le ton de la fanfaronnade et il pousse le bouchon jusqu'à provoquer les policiers. Lors de sa garde à vue, il a dit de toute manière, vous ne me garderez pas longtemps en prison. La première des choses à laquelle je vais penser, je vais m'évader. Et vous verrez, je m'évaderai. Et il nous parie une caisse de champagne. Donc ça ne nous coûte pas grand-chose de tenir le pari. On est à peu près certain qu'il ne sortira pas. Et on est à peu près certain aussi de pouvoir payer une caisse de champagne. Si on se cotise tous, on y arrivera. À l'issue de sa garde à vue, Jacques Mérine est incarcéré à la prison de la Santé. Mais comme promis aux policiers, il ne va pas y rester longtemps.
car il a déjà un plan. Il sait qu'il doit être jugé pour une petite affaire dans un tribunal de province à Compiègne. C'est là qu'il veut s'évader. Pour y arriver, il compte sur l'aide de Michel Ardouin, alias le porte-avions, un fidèle complice qui, comme son surnom l'indique, est toujours lourdement armé. Ce 6 juin 1973, dès son arrivée au tribunal, Mérine prétexte un problème gastrique pour aller aux toilettes. Et dans ces toilettes, le porte-avions est passé peu avant. J'ai mis une arme de poing dans chaque chiotte, il a pris le P08, il l'a mis dans sa ceinture, il est redescendu tranquillement avec ses gendarmes, parce que pendant qu'il faisait semblant d'être aux toilettes, le gendarme tenait la chaîne quand même avec la porte fermée. Il a fallu qu'il se hisse et qu'il tâtonne un peu. La suite, un jeu d'enfant pour Mérine. En pleine audience, il dégaine son arme, braque le président, le prend en otage et décampe avec Michel Ardouin qui l'attend dehors. Malgré une fusillade avec les gendarmes et de nombreux barrages, les deux fuyards libèrent l'otage et disparaissent dans la nature. Jacques Mérine vient de signer sa première évasion en France. Il a gagné son pari. 3 mois à peine se sont écoulés depuis sa garde à vue à la PJ Versailles. Mais il n'est jamais venu chercher la caisse de champagne. Jacques Mérine est de nouveau en cavale. Et comme une cavale ça coûte cher, il lui faut de l'argent. 2 semaines seulement après son évasion, il multiplie les braquages avec Michel Ardouin et un 3e complice. Mais un jour où il est trop gourmand et attaque 2 banques dans la foulée, il se retrouve nez à nez avec la police. Arrivé au bout de la rue, j'ai pris une voiture, j'ai sorti le mec de sa voiture, je suis monté au volant, lui il est monté de l'autre côté. Au moment où on passait le carrefour, il a vidé un chargeur sans blesser personne, mais les flics commençaient à nous allumer. Ils avaient des mètres 49, c'est 2 flics très courageux, 2 jeunes, et on est parti avec une vingtaine d'impacts dans la voiture. Malgré la fusillade, Mérine et Ardouin parviennent à s'enfuir. Mais le 3e complice tombe aux mains des policiers. Et lors de son interrogatoire, il balance. Le complice donne l'adresse de la planque de Jacques Mérine. Aussitôt, les policiers encerclent son immeuble du 13e arrondissement de Paris. Et pour interpeller Mérine, on envoie un poids lourd. C'est Robert Broussard, le patron de l'anti-gang lui-même, qui frappe à sa porte. Un long dialogue s'installe entre les 2 hommes. Et puis petit à petit, il y avait une certaine forme de respect qui s'était instaurée entre lui et moi. Et à un certain moment, il a ce fameux défi, si tu es aussi courageux qu'on le dit, est-ce que tu serais capable de venir me chercher seul, sans arme, sans gilet pare-balles? Le pari est risqué. Mais Robert Broussard sait d'expérience que Mérine est un voyou à l'ancienne, un homme de parole qui ne tirera pas sur lui s'il relève son défi. Finalement, il a ouvert la porte et il est apparu avec un énorme cigare à la bouche, un broche-chaise, et puis là, il bombait le torse. Il me dit, tu ne trouves pas que c'est une arrestation qui a de la gueule? Et c'est là qu'il claque des doigts, parce qu'il avait cette manie, quand il avait quelque chose à dire, il claque les doigts et il dit à la femme qui est à l'intérieur, Fifi, du champagne pour ces messieurs, ce sont des hommes, des vrais, tu comprends. Voilà. Il fallait qu'il garde quand même une certaine sonora, si vous voulez, d'ennemi public numéro 1. Une arrestation qui a de la gueule. Encore une fois, au champagne. De quoi faire la une des journaux pendant plusieurs jours. La légende Mérine est en marche. Pendant ce temps, il retourne à la prison de la Santé à Paris. Et cette fois-ci, pas question de le laisser filer. Jacques Mérine est mis à l'isolement dans le QHS, le quartier de haute sécurité. Un quartier d'où, dit-on, on ne s'évade pas. Qu'est-ce que c'est que le QHS? Le QHS, c'est être sur un lit de mort, c'est la privation sensorielle, c'est la perte d'essence, la perte de l'usage de la parole. Jacques Mérine a l'impression d'être enterré vivant. Et d'emblée, il se rebelle contre ces conditions d'incarcération qu'il juge inhumaines. Il veut faire abolir le QHS. Un combat dont se souviennent encore tous ceux qui l'ont côtoyé à l'époque. C'était un homme qui était animé d'un sens de justicier, quelque part.
là où il voyait l'injustice, telle qu'il l'interprétait. Hein. Chacun a sa vision propre de l'injustice. Chaque fois qu'il découvrait une injustice, il avait envie de se comporter en justicier et de réparer. C'était un homme qui réagissait avec une émotion décuplée parce qu'il avait vu des hommes crever dans un trou de basse-fosse, que lui-même avait subi ce traitement et qui s'était dit « plus jamais pour eux et pour moi ». Mérine se lance dans une véritable guerre contre le système et parvient à convaincre ses codétenus. Mais il ne s'arrête pas là. Il fait appel à la presse. Son combat, largement relayé par les médias, traverse les murs du QHS et se propage dans toutes les prisons de France. Maître Hesch, en 1977, 685 détenus font la grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention. C'est Jacques Mérine qui est à l'initiative de ce mouvement. Ce qui reste dans les prisons de lui aujourd'hui, c'est une sorte d'icône qui a fait disparaître les QHS, qui a instauré des règles de respect, alors que lui ne respectait pas ceux qui le détenaient, mais il n'empêche qu'il a fait peur à tant de gens qu'il est resté pour les détenus une icône. Après 4 ans d'isolement au quartier de haute sécurité, le procès de Jacques Mérine s'ouvre devant la cour d'assises de Paris. Un procès inoubliable pour tous ceux qui l'ont suivi. Isabelle Dumas-Pelletier, jeune journaliste à Paris Match à l'époque, garde un souvenir intact de ces moments surréalistes. Alors là, il y a l'arrière-ban des journalistes, il y a des stars de cinéma, il y a des écrivains. C'est vraiment un show, oui, un show à l'américaine. Et lui Ah bah lui, il est magnifique. Enfin, je me comprends. Je veux dire, lui, il en joue, il s'en amuse, il drague une des jurées en lui disant qu'elle est ravissante et qu'elle est charmante en plein procès. Ça l'amusait beaucoup. Il faisait des clins d'œil aux journalistes. Il me faisait bonjour chaque fois que j'arrivais. On sentait qu'après les quartiers de haute sécurité, c'était waouh. Il renouait avec la vie, il renouait avec les gens, il regardait les acteurs dans la salle, il lisait tous les journaux. C'était le point d'orgue de ces années-là, bien sûr. On en oublierait presque que Mérine est jugé pour une dizaine de braquages, pour l'évasion et la prise d'otage de Compiègne, et pour une tentative d'assassinat sur un gendarme dans la fusillade qui a suivi. Mais 2 semaines plus tard, fin du show pour Mérine. C'est une surprise. Le gangster Jacques Mérine a été condamné hier à 20 ans de réclusion criminelle. L'avocat général avait réclamé la réclusion à perpétuité. La justice a parlé. Mérine retourne en prison pour 20 ans. Cette fois encore, le truand ne compte pas en rester là. Bien que la communication soit quasi impossible avec les autres détenus dans le QHS, Mérine parvient à se lier d'amitié avec un homme, François Besse. Une rencontre capitale. Comme lui, Besse est un roi de l'évasion. Et c'est ensemble qu'ils vont passer à l'action. 6 mois après sa condamnation, Jacques Mérine et François Besse réalisent l'une des évasions les plus spectaculaires de l'histoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et oui, Jacques Mérine s'est évadé, même si ici on n'aime pas trop les formules et le sensationnel, on est bien obligé de dire que l'ennemi public numéro 1 est depuis ce matin en liberté. L'ennemi public numéro 1 fait une fois de plus la une de tous les journaux. Et il aime ça. Lors de sa cavale, au lieu de se faire oublier, Mérine prend régulièrement contact avec les journalistes pour faire passer toutes sortes de messages au nez et à la barbe des policiers. Il avait la conviction qu'il ne deviendrait pas un voyou de légende sans passer par la case média. Et là, il y a une rupture radicale entre ce qui s'est passé dans le banditisme avant Mérine et ce qui va se passer après lui. La façon dont il a utilisé les médias, dont il a joué avec eux
Et évidemment aussi la façon dont les médias rendaient compte de ces faits d'armes, c'est vraiment une stratégie de communication. C'est presque du marketing. Il est rentré dans la légende parce que il a dit, moi, Jacques Messrine, je ne suis pas un voyou comme les autres, je ne vais pas prendre de l'argent pour ensuite aller m'installer au bord de l'eau, au fin fond de l'Amérique du Sud ou de je ne sais où. Il a su à la fois se médiatiser, se vendre aux médias, en disant je pars en guerre contre l'État. Eh bien, c'est devenu un personnage mythique. Et les journalistes sont donnés à cœur joie, Mérine aussi. Que demande le peuple? Eh bien, le peuple, justement, il lisait les journaux, et il suivait toute cette histoire et les péripéties, j'ose dire, mériniennes, comme un feuilleton. C'était le feuilleton, c'était la série, il est passé par ici, il repassera par là. Il y avait un côté un peu Guignol et les gendarmes, quoi. Et vous savez, les Français, en tous les cas à l'époque, tournaient un peu en ridicule la maréchaussée, ça les amusait beaucoup. Le summum de sa gloire, c'est l'interview qu'il donne à Isabelle Dumas-Pelletier pour le magazine Paris Match. Une interview mise en scène avec photos, révélations et menaces. Alors qu'il est activement recherché par tous les policiers de France, Jacques Mérine s'adresse à eux et plus particulièrement au patron de l'anti-gang, Robert Broussard. Et il prévient, les arrestations au Champagne, c'est terminé. La prochaine fois, c'est au premier qui tirera. Mérine le dit à Paris Match, mais il le dit aussi à son avocate, qu'il croise par hasard et qu'il a le culot d'aborder, bien qu'il soit traqué. Une anecdote que maître Geneviève Esch n'avait encore jamais livrée. Quelqu'un m'ouvre la porte et me dit « Bonsoir, maître ». Et je reconnais immédiatement Mérine, à sa voix et à son index extrêmement court par rapport à son médius. Il était roux, il avait la barbe rousse, les cheveux roux, etc. Et il me proposera d'aller dîner. Naturellement, je n'accepterai pas. La seule question que je lui ai posée, je lui ai dit « Est-ce que ça va ?» Il m'a dit « Merveilleusement bien, maître, mais je ne retournerai pas en prison. Ils ne mourront pas cette fois-là. Je préfère mourir que de rentrer à nouveau en prison. » Mérine semble alors très radicale, presque irrationnelle. Ce sentiment, Isabelle Dumas-Pelletier se souvient elle aussi l'avoir eu lors de sa rencontre avec l'ennemi public numéro 1, pour l'interview de Paris Match. Comment ça se passe? Quelle impression il vous fait? Mérine, pendant cette interview, est passé par des hauts et des bas. Il ne faut pas quand même oublier que Mérine, sur un plan psychiatrique, avait une mentalité, vraiment un caractère très borderline. Il pouvait basculer en une seconde de l'autre côté, dans un univers de violence, de colère extrême. Donc, c'était assez difficile de trouver un terrain neutre pour pouvoir communiquer avec lui. Un homme borderline, qui n'hésite pas à régler ses comptes avec les journalistes qui ne vont pas dans son sens. Il a menacé de mort aussi Philippe Bouvard, qui avait, dans un éditorial, critiqué son action. Il avait dit « je vais lui mettre une balle dans la tête ». Bouvard, il a eu chaud aux plumes, lui. Il avait mal écrit sur Jacques, il se permettait avec sa plume d'être aussi mortel qu'une bastos. Hein. Et comme Jacques, il était très susceptible, ça fait que Bouvard, il était sur la liste, en tête de liste. Il était mort, Bouvard. Hein. Mais Mérine n'aura pas le temps de s'occuper de Philippe Bouvard. Car avant, il met à exécution d'autres projets bien plus lucratifs. Braquage d'une armurerie, du casino de Deauville, tentative d'enlèvement d'un président de cour d'assises, prise d'otage d'Henri Lelièvre, un riche rentier, à qui il extorque une énorme rançon. Bizarrement, toutes ces actions criminelles n'écornent pas son image de truand sympathique. Le public n'arrivait pas vraiment, pendant tout un certain temps, à être horrifié par ce qu'il faisait, dans la mesure où, quand il s'évade de Compiègne, il relâche l'otage, que son évasion de la santé s'est quand même déroulée sans tuer personne. Jusque-là, c'était pas des actions sanglantes. Pas d'action sanglante, jusqu'à ce que Mérine aille trop loin.
tout bascule avec la séquestration d'un journaliste de Minutes, Jacques Tillier. Mérine veut se venger, car Tillier l'a traité de balance dans l'un de ses papiers. Et ça, le voyou ne le tolère pas. Sous prétexte de lui donner une interview, Mérine l'entraîne en pleine forêt, l'oblige à se déshabiller, le menotte et l'humilie. Ce qui me réveille, c'est le premier coup de feu. J'ai une botte sur la figure, Mesrine au-dessus, et puis j'entends encore plusieurs détonations, mais là j'ai l'impression que je saute, je sais plus ce que je fais, hein. Je sais plus où je suis, je sais plus ce que je fais, j'ai l'impression de rêver. Au total, Jacques Tillier reçoit 3 balles. Lorsqu'il s'en va, Mérine le laisse pour mort. Le journaliste s'en sort par miracle. Là, ça allait trop loin. L'opinion publique a considéré que ça ne se faisait pas, quoi. Et subitement, ce côté comme ça, un petit peu pantalonnade, est devenu beaucoup plus sinistre, est devenu dramatique. Et on peut dire que les médias, comme le public, vraiment tout le monde a lâché Mérine, ça c'est vrai. Le fait qu'il enlève un juge, tout ça, les gens s'en foutent un peu. Un juge, c'est un juge. Tout ça, c'est les voyous, les juges, les flics, tout ça, c'est la même bande pour eux. Donc ils s'en foutent. Mais c'est surtout Tillier vraiment qui a marqué. Parce qu'il y avait un côté sanglant dans Tillier, quoi. Lorsque Mérine prend conscience du désastre que provoque l'affaire Tillier sur son image, il sort de ses gonds. Il supporte mal ces critiques. Et donc, une fois de plus, il interpelle la presse, il gesticule. Mais c'est trop tard. À ce moment-là, l'opinion se renverse. Et il est un peu comme un insecte qui est pris dans une toile d'araignée. Plus il bouge, plus il est pris. Et autant c'est un homme intelligent, qui écrit bien, qui peut être poète, etc. Autant dans certains domaines, il n'est pas fin. Quand il arrive à bout, Mérine, c'est l'éléphant dans un magasin de porcelaine. En tout cas, Jacques Mérine n'amuse plus personne. Ni le public, ni les policiers. Dorénavant, au plus haut niveau de l'État, on tape du poing sur la table. Il faut mettre un terme, et vite, aux agissements de ce fou furieux. La cavale, les pieds de nez, les ratés, tout ça doit s'arrêter. Pendant 18 mois, c'était Broussard et la brigade anti-gang qui couraient après Mesrine. Et Mesrine, il faut le dire sans honte, parce que c'est la réalité, nous a ridiculisés. Par moments, on était humiliés. Il faisait ses coups ouvertement et nous, on n'arrivait pas à mettre la main dessus. C'était devenu, je ne dirais pas une affaire d'État, c'est un peu exagéré, mais pour reprendre l'expression de Jospin, une affaire de l'État. C'était remonté au plus haut niveau. Où en est Mesrine ? À partir de là, les policiers qui travaillaient chacun dans leur coin pour avoir le privilège d'arrêter Mérine se coordonnent. Et ça marche. Ils finissent par retrouver sa trace. Après plusieurs jours de surveillance, le 2 novembre 1979, Mérine et sa compagne, une certaine Sylvia Jean-Jacot, quittent leur domicile et se dirigent vers la porte de Clignancourt. Ils ne le savent pas, mais leur voiture est surveillée par des dizaines de policiers en civil. Soudain, un camion vient se positionner devant la BMW de l'ennemi public numéro 1. À bord de ce camion, 4 policiers armés de fusils qui donnent l'alerte par radio. Une intervention cruciale dont les acteurs se souviennent encore dans le moindre détail. Les policiers étaient planqués au fond du camion. Quand le conducteur du camion leur a dit par radio « C'est bon, j'ai Mesrine derrière, il est coincé », les policiers ont braqué Mesrine. Je suis sorti de voiture avec mon arme. J'ai braqué Mesrine. Mesrine m'a vu. Il a lâché le volant et les policiers ont ouvert le feu. J'ai vu un flic arriver de mon côté avec une arme et je me suis tournée, j'ai pris sa main. Je l'ai appelé. Et puis j'ai pris un nion encore à la tête. Et puis tout d'un coup, il y a un bras qui est passé de mon côté. On a ouvert ma portière. Ils m'ont attrapé, m'ont couché par terre en me criant dessus où étaient les grenades, où étaient les grenades. Ils me demandaient où étaient les grenades. Blessée, Sylvia Jean-Jacot est conduite à l'hôpital. Jacques Mérine, lui, est mort. « 35 ans après la mort de Jacques Mérine, nous nous sommes interrogés. Pourquoi ce voyou est-il entré dans la légende? Qu'avait-il de plus que les autres?
Pourquoi sa tombe est-elle constamment la plus fleurie du cimetière de Clichy, où il repose aujourd'hui? Claude Anoto, vous êtes le juge d'instruction qui enquête sur Jacques Mérine. Pourquoi vous aviez envie de le connaître? Je pense que c'était un personnage un peu hors du commun, quoi qu'on ait pu dire. Mérine vous épatait? Oui, je crois que c'était un homme qui surprenait. Quelque part, il a voulu élever le débat. Ça fait peut-être curieux de m'entendre dire ça, mais lui, il avait un discours qui dépassait un peu simplement les attaques de banque, les rafles de bijoux, Je crois que c'est sa particularité. Il était peut-être quelqu'un d'autre. Un discours peu commun de la part d'un magistrat à l'égard d'un criminel. Un criminel dont on ne tarit pas d'éloges. Geneviève Esch, parlez-nous de l'homme Mérine, celui que vous connaissez, vous. Alors, moi, je dois dire que j'ai connu un homme extrêmement respectueux, extrêmement galant. Je me souviens, l'été 76, il faisait si chaud, quand j'arrivais à la santé, je mourais de soif. Eh bien, il avait constamment, pour moi, un verre de jus d'orange entouré d'une serviette mouillée qu'il mettait devant sa fenêtre pour que ce soit frais. Et il m'apportait à boire. Alors, un homme qui est capable d'attention, de délicatesse, et qui en même temps est capable d'être un monstre. Il était rusé comme un renard, et tous les qualificatifs de la ruse, il les avait. Hein. Ça, et puis s'il y avait quelque chose qui était apporté sur une affaire, sur une logistique ou sur un élément de parcours sur un itinéraire, il fallait qu'il mette sa patte en permanence sur tout. Et c'est vrai qu'il a eu beaucoup d'imagination. Hein. Un personnage déroutant. Même ceux qui l'ont traqué sont d'accord aujourd'hui. Il avait quand même du panache, non? Est-ce qu'il vous a épaté? Est-ce qu'il vous a bluffé? Il y avait du panache. C'est pas le panache d'Henri IV, hein, mais effectivement, son côté grande gueule, son côté provocateur, sa voix rauque, son physique imposant, en faisait effectivement un type, un voyou qui sortait de l'ordinaire. Il avait incontestablement, ça je ne peux pas le nier, une forme de charisme. Et puis, il savait s'exprimer. C'était pas un type intelligent, mais c'était un type rusé. Rusé, et puis, m'as-tu vu, grande gueule, provocateur. Et il est vrai que sur ce plan-là, il avait de l'audace. De là à en faire un super héros, une sorte de Robin des Bois des temps modernes, il n'y a qu'un pas que certains franchissent allègrement. À tort, selon ceux qui le connaissent vraiment. Non, c'est pas un Robin des Bois, ils s'en foutaient, des Robin des Bois. Non, c'était pour son propre plaisir à lui. Il était comme ça, voilà. Mérine n'était ni un Robin des Bois, ni un héros. Héros ou voyou? Un voyou. Pour moi, c'est pas du tout un héros. À aucun moment, l'argent qu'il a récupéré à l'occasion des enlèvements, des braquages, n'a jamais servi une cause humanitaire, n'a jamais servi un mouvement politique de gauche ou d'extrême gauche, n'a jamais servi une quelconque révolution. C'était de l'argent pour lui. De l'argent pour lui, et finalement assez peu pour sa famille. Mérine, qui était issu d'un milieu bourgeois, a été élevé comme il faut par ses parents. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il ait été un père très présent pour ses 3 enfants, Sabrina, Bruno et Boris. Geneviève Esch, quelle a été l'enfance des enfants de Mérine? Je dois dire qu'il, curieusement, au sein de sa famille, il était la loi. Et ça m'a beaucoup amusé toujours. Parce que quand on est délinquant de cette dimension, incarner la loi, même dans sa famille, c'est surprenant. Et il adorait sa fille, et Sabrina a adoré son père, et elle a oscillé entre l'amour sans le juger et le désaveu. Aujourd'hui,
Sabrina, qui avait 18 ans au moment de la mort de son père, a pris beaucoup de distance avec le personnage. Elle a fui dans le mariage avec un homme travailleur, enfin, tout autre chose que son père, l'inverse de son père. Et c'est ça qu'elle voulait, c'est cela. Et d'ailleurs, elle ne prononce jamais le mot de Mérine, elle ne dit pas qu'elle est une fille Mérine. Elle est maintenant une honnête commerçante dans le Midi avec son mari et à l'abri du nom de famille de son mari. En revanche, son fils Bruno, qui a très peu connu son père, semble étonnamment avoir la réaction inverse. C'est sans doute Bruno qui a été le plus empreint de la mémoire de son père et qui continue au fil des jours de retracer tous les éléments de sa vie, tous les instants, et de les compiler, de les réunir et de garder la mémoire vive de son père. C'est extrêmement difficile pour des enfants d'avoir un père comme Jacques Mérine. Imaginez d'être le fils de Jacques Mérine, ce que ça représente. D'abord, il faut arriver ça c'est classique, hein, à égaler le père, entre guillemets. Or, il ne peut pas le faire en empruntant les chemins du crime. Alors, comment on vit d'avoir un père qui est un super voyou? Boris, le petit dernier, avait 13 ans quand son père a été tué. Ce sont ses grands-parents qui l'ont élevé. Eux qui n'auraient jamais pu imaginer que leur fils prendrait le chemin de la criminalité. Comment ses parents, en bons bourgeois, vivaient le fait d'être les parents de Mérine? Alors, le père en était bourré de gêne, sinon de honte. Mais la mère, curieusement, c'était... Bon, d'accord, il fait des conneries, bon, d'accord, il est hors la loi, mais enfin, ce qu'il fait, c'est pas mal. Elle en tirait une certaine gloire, je dois dire. Quant à sa dernière compagne, Sylvia Jean-Jacot, elle a aujourd'hui beaucoup de mal à se remettre de toute cette période. Michel Chaïevski, comment va Sylvia Jean-Jacot aujourd'hui? Je ne veux pas dire qu'elle va bien. Ça, quand on voit les blessures qu'elle a eues dans tous les sens du terme, elle n'a plus qu'un œil. Il ne faut pas oublier qu'une balle lui a crevé un œil, hein, et qu'elle a quand même pris 7 balles blessée et elle a pris 7 bastos. C'est un miracle qu'elle est encore en vie. Hein. Alors tout ça, la gamberge à tout ça, hein, c'est sûr et certain. Hein. Même si elle ne le montre pas. Hein. Elle est fière, Sylvia. Elle ne veut pas baisser pavillon. On pourrait dire qu'elle était à la bonne école, mais elle défend Jacques, en fin de compte. En se défendant elle défend Jacques, quoi. Jacques Mérine est devenu une légende par la façon dont il a orchestré sa vie, mais aussi par la manière dont il est mort. 35 ans après l'intervention policière du 2 novembre 1979, la polémique demeure. Était-ce une interpellation qui a mal tourné ou bien une exécution programmée? Pour Claude Anoto, le juge d'instruction en charge du dossier Mérine à l'époque, beaucoup de questions se posent encore. J'ai appris par la radio la mort de Mesrine et j'ai été extrêmement choqué par le fait que je n'ai pas été tenu au courant. C'est qu'à partir du moment où on a su où il était, il me semble que la déontologie et la règle de droit obligeaient ces policiers à me tenir immédiatement au courant, ce qui n'a pas été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait, à votre avis? Toutes les suppositions sont ouvertes. Ce que le magistrat pense peut-être tout bas, d'autres le disent tout haut. Michel Chaïevski, que pensez-vous de la façon dont Jacques Mérine a été tué? A été assassiné, vous voulez dire? Pour vous, ça a été une exécution? Bien sûr. À l'époque, ils ont laissé carte blanche, en fin de compte,
pour que ça se passe comme ça. Ils en avaient ras-le-bol. Parce qu'ils n'allaient pas se retaper Mérine à la pénitentiaire qui risquait de s'évader encore. Ils n'allaient pas se retaper un procès avec Mérine. Parce que quand vous passez Mérine en procès, c'est comme si vous mettez Coluche dans un box. Le président, il est perdant et tout le monde rigole tout le temps. C'est ce qui s'était passé à son procès. Il avait la réponse à tout, des phrases drôles, des machins. Vous voyez, c'est un mec intenable. Bon, il en a ras-le-bol, quoi. Donc, il fallait arrêter l'affaire. Arrêter l'affaire. Le tuer. Une décision qui, pour certains, aurait été prise en amont par les plus hautes autorités de l'État. Une hypothèse que les policiers démentent catégoriquement. Jamais, au cours des réunions préparatoires avant l'opération, vous y étiez avec les autres patrons des grands services de police, jamais on a dit, dès qu'on l'a, on lui tire dessus. Jamais on a dit ça. Bouvier a dit, on fait notre métier comme on a l'habitude de le faire. Il a dit, ne prenez aucun risque. Faut pas croire que le rêve des flics, chaque matin en se rasant, c'était d'abattre Mesrine. Il y en avait beaucoup d'entre nous, dont moi, qui auraient bien voulu le revoir menottes aux mains dans un prétoire. Charles Pellegrini, et si Bouvier, le patron de la PJ, avait dit « moi je le veux vivant », est-ce que ça aurait changé les choses? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que il faut bien se mettre dans l'idée que quand on a les fesses sur sa chaise et qu'on parle de Mesrine, c'est une chose. Quand on est sur le terrain, avec l'adrénaline qui va avec une perception de l'affaire elle-même, de ce qu'on peut avoir comme dommage collatéral, de tout ça, eh bien, on ne pense pas aux grandes phrases qui sont dites pendant les réunions. On règle le problème. Nous avons ouvert le feu dans des conditions légales, et je dirais même morales, à mes yeux incontestables. On a fait le boulot. Le boulot a été fait, mais la question qui se pose aujourd'hui encore, c'est pouvait-on faire autrement? Je suis persuadé qu'ils avaient tout à fait les moyens de le choper vivant sans problème. Jacques, il était malin, il avait du métier, entre guillemets, pour tout ça, mais malgré tout, c'était pas Superman. Tout ça est vraiment organisé. Donc voilà, c'est un assassinat d'État ou une élimination d'État. Ils l'ont tué comme un chien, mais en même temps, lui, il a tout fait pour qu'il le tue comme un chien. C'est ça le paradoxe du truc. Mais c'est pas une raison, parce qu'un type veut qu'on le tue comme un chien qu'il faut le tuer comme un chien. C'est la différence entre un État démocratique et un État qui ne l'est pas. Tuer comme un chien et laisser plusieurs heures au vu de tous. Beaucoup pensent encore aujourd'hui que le corps de l'ennemi public numéro 1 n'aurait jamais dû être exhibé comme il l'a été. Le corps de Mérine était dévoilé, montré, avec un côté d'exemplarité. Regardez ce qui arrive quand on se conduit mal, qu'on défie la police et qu'on ne trouve pas sa place dans la société et qu'on va braquer les banques, etc., etc., etc. Donc, cette exposition du cadavre, c'est plus qu'une manifestation de gloriole de la part des policiers. Symboliquement, c'est extrêmement fort. C'est un peu le gibet de Montfaucon, où on exposait les pendus pendant des mois jusqu'au moment où ils tombaient en miettes. Là, c'est pareil. S'il y avait eu un gibet, on l'aurait pendu au gibet. Avec ses bravades et ses menaces, Mérine a cependant tout fait pour provoquer sa mort. Il savait que ça se terminerait ainsi. La preuve, il a laissé un incroyable enregistrement à sa compagne, dans lequel il est parfaitement lucide quant à sa fin. Même si les policiers m'ont tué avant que j'aie le temps de mettre la main sur mon revolver, il faut te dire une chose. Si j'avais eu le temps de mettre la main dessus, je m'en serais servi. Peut-être que j'ai mis la main dessus et que je m'en suis servi. La seule chose que je sais, c'est que si tu écoutes cette cassette, c'est que je suis dans une cellule d'où on ne s'évade pas. Il y avait un côté, je crois, qui était peut-être inconscient, d'aller jusqu'au bout de son destin. C'est un peu la psychanalyse à trois ronds, mais il y a un peu une dimension, je crée un personnage, et mon personnage, pour qu'il soit comme dans un vrai roman, il faut qu'il finisse mort et tué par la police. Et je crois qu'à un moment, il a fini par y croire à ça. Aujourd'hui, avec le recul, certains vont plus loin. Ils pensent que Jacques Mérine était suicidaire. Il était suicidaire, selon vous? Je crois qu'il était prêt à mourir. Je peux vous dire maintenant que Mérine, qui était un homme intelligent, a réfléchi pendant ces années de détention. Et certainement qu'il a fait ce chemin de comprendre qu'il avait agi à tort et qu'il
qu'il n'avait pas envie de poursuivre dans cette voie. Il était catalogué délinquant à vie, il avait bien sûr des comptes à rendre et beaucoup d'années de prison à faire. Et il ne tenait pas à garder ce rôle sa vie durant. La vie lui tenait plus à cœur. C'est pas du tout un suicidaire au sens je veux qu'on me tue, pas du tout. Mais c'est si la police me tue, tant pis, j'aurais bien vécu avant. J'ai jamais senti que Mérine pourrait être suicidaire. C'était un jouisseur. Il aimait trop la vie. Il aimait les femmes, il aimait l'argent, ce que les voyous appellent se la faire belle. D'ailleurs, la preuve que cette idée l'effleurait pas, c'est qu'en pleine activité criminelle, il avait quand même eu ce réflexe complètement paradoxal par rapport à sa condition d'acheter des studios qu'il comptait louer de manière à assurer ses vieux jours. C'est-à-dire, il avait déjà prévu la crise des retraites et il avait pris les devants en achetant ces studios, ce qui est quand même un pari insensé sur l'avenir. Suicidaire ou pas, la question n'est pas là. Pour sa famille, Mérine a été exécuté et les policiers doivent rendre des comptes devant la justice. S'il s'avérait qu'il y avait une faute commise et qu'il y avait une responsabilité de l'État, il eût été normal que les personnes qui lui étaient proches soient indemnisées. Mais fallait-il encore établir qu'on était bien dans un tel cas de figure? La famille de Jacques Mérine et Sylvie Jean-Jacot, sa compagne, ont déposé plainte après sa mort pour assassinat. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai été entendu 7 fois par 5 juges d'instruction différents. Ça vous a coûté, comme à tous les contribuables, assez cher. C'est à la fois la gloire et les problèmes de la justice française. On peut déposer plainte jusqu'à la fin des temps. Passé 7 fois en audition, moi, là-dessus. 7 fois, vous avez dit la même chose? Ben oui. La 7e fois, je m'en rappelais plus très bien, à force. Après un quart de siècle de procédures et de contre-procédures, la justice a opposé un non-lieu à la famille de Jacques Mérine. Les policiers étaient en état de légitime défense, il n'a pas été assassiné, point final. À l'issue de cette procédure, la justice a décidé de détruire la BMW dans laquelle l'ennemi public numéro 1 a été tué, comme pour clore définitivement toute polémique. Sa voiture a été conservée pendant 27 ans dans une fourrière, puis finalement on a décidé de la détruire. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Au plan judiciaire, il n'y avait aucune raison de la garder. Il n'y avait même aucune raison de la garder aussi longtemps. Mais je veux vous dire, à titre personnel, dans la mesure où cette affaire-là est rentrée dans l'histoire de la police, moi j'aurais aimé qu'on la conserve et qu'on l'expose dans un musée. Il faut prendre la question différemment. Que serait devenue cette BMW si on ne l'avait pas détruite? Alors, pour certains, un mythe. Pour d'autres, une menace. Que serait-elle devenue? À mon avis, c'était de bonne intelligence que de la détruire. Parce qu'elle n'avait plus sa raison d'être. Ce n'était pas un monument historique. « 35 ans après sa mort, Jacques Mérine, lui, est resté une sorte de monument historique. T-shirt à son effigie, chansons, documentaires et l'apogée, le film. Un blockbuster en 2 épisodes, réalisé par Jean-François Richet, qui a fait un carton dans les salles. Maître Hesch, que pensez-vous du film qui est sorti? J'ai vu le film que j'ai trouvé bon, mais c'est pas tout à fait le Mérine que j'ai connu. Je trouve qu'il avait un côté plus aride dans le film, et on le voit plus sur le plan violent, mais on le voit pas sur le plan familial avec ses enfants, on le voit pas dans les côtés plus humains qu'il était capable d'avoir. Vous pensez que Mérine aurait été heureux de se voir sur grand écran? Bien sûr. Bien sûr, encore une fois, son orgueil démesuré fait qu'il aurait adoré. Et à mon avis, il aurait aimé le personnage du film.
Vous avez vu le film de Jean-François Richet, les 2 épisodes? Non, j'en ai vu qu'un, c'est bon, c'est naze comme film. J'ai rien contre l'acteur proprement dit. On y a fait jouer un rôle qui est pas Jacques. Jacques barbu comme ils l'ont mis, comme une tête de loupard à faire peur à tous les coins de rue. Mais moi, je suis flic, je vois un mec comme ça, je ne demande pas les papiers, moi, je tire tout de suite. Bah oui, attends, Jacques a toujours été élégant au niveau de se faufiler pour pas se faire remarquer. Attends, c'est logique, non? Un film, mais aussi des livres. Plusieurs dizaines ont été consacrés à l'ennemi public numéro 1. Le plus surprenant, c'est celui de son ancienne avocate, Martine Malinbaume, dans lequel elle dévoile les courriers et les poèmes que lui adressait Mérine lorsqu'il était en prison. Martine Malinbaume, pourquoi avez-vous décidé de publier les lettres qu'il vous a écrites et les poèmes? Alors, ces lettres, je les avais reçues, et puis le temps passé, je les avais totalement oubliées. Et au moment où le film sur lui est sorti, ce film a montré un personnage brut, violent, j'allais presque dire simpliste. Et c'était pas le personnage, c'était plus subtil que cela. Le personnage du film, il ne vous plaît pas tel qu'il est raconté? Il ne me plaît pas du tout, non. Et c'est pourquoi j'ai tenu à sortir ces lettres qui sont des lettres magnifiquement écrites. Le 23 avril 1976, il vous écrit dans une lettre « Bonjour maître, fleur de prison, vous égayez ce jardin de tristesse Voilà. qu'est ma solitude. Ouais. Dans l'eau verte de vos yeux, je puise la vie, en vous sentant si vivante et si belle d'être femme. » On n'écrit pas ça à son avocate? Bah, lui, il écrivait, il s'est permis, il s'est autorisé, il s'en est excusé dans les courriers, il s'est autorisé à se libérer, à parler, et ça l'a aidé à subir sa détention. Je dois dire que je n'ai jamais, moi, pour ma part, répondu à ses courriers. Certains de ses complices, comme Michel Ardouin, ont eux aussi écrit des livres. Mais comme le porte-avions, la plupart sont morts aujourd'hui. Et leur disparition marque la fin d'une époque. Charles Pellegrini, est-ce qu'il reste encore aujourd'hui des voyous comme Mérine? Non. Vous le savez, il reste plus de grands voyous, au sens où on le dit. Quand je dis grand, ça ne veut pas dire admiration. Ça veut dire simplement par la place qu'ils prennent, par le nombre de choses qu'ils ont faites. Mérine est une exception. Il existe des voyous, comme Mérine, non. Mais en fait, ils sont aussi violents actuellement, sinon plus, que l'était Mérine. Et encore sans intelligence actuellement. Georges Kéry, la mort de Mérine, de Michel Ardouin, du porte-avions, est-ce que c'est la fin des grands voyous, la fin des beaux mecs? C'est la fin d'une époque effectivement de beaux mecs, du grand banditisme. C'était vraiment une génération de grands voyous, de beaux mecs, comme on disait, de beaux crânes, avec en face des services qui avaient acquis aussi une notoriété. Les flics étaient également connus. Les chefs de service étaient connus, faisaient la une des journaux, faisaient la une des journaux télévisés. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On n'a plus de grands voyous connus. On ne connaît plus les chefs des brigades du Quai des Orfèvres, et je le regrette. Oui, c'est vraiment la fin d'une époque. Un phénomène constaté unanimement et presque à regret, autant par les policiers que par les voyous. Est-ce qu'il marque la fin d'une époque? Ah oui. C'est fini le banditisme de l'époque. Maintenant, c'est la cam. Tout a reporté là-dessus. Maintenant, ça a pourri toute la criminalité. Puis après, il faut avoir les couilles pour aller monter sur les braquages et tout ça. Ou avoir l'intelligence de les monter une affaire. Et la majorité ne l'ont pas. C'est plus facile d'aller vendre des machins à la con, à droite à gauche. Plus de voyous, plus de grands flics. Est-ce que ce sont les grands flics qui font les grands voyous ou l'inverse? C'est l'éternelle question de l'œuf et de la poule, ou là, en l'occurrence, de l'œuf et du poulet. Mais moi, je pense que ce sont les voyous qui font les grands flics, parce que s'il n'y a pas de banditisme, il n'y a pas de flics. Aujourd'hui, parmi les nombreuses questions que soulève l'affaire Mérine, il en reste une
que l'on ne peut s'empêcher de se poser. Et si les policiers n'avaient pas tiré? Je me demande comment il aurait vieilli. Il aurait 78 ans aujourd'hui. Et comme il ne comptait pas sur la société pour l'aider à s'en sortir, parce qu'il y a quelque chose qu'il aurait adoré, c'est être éducateur pour les gosses de banlieue. C'est-à-dire leur expliquer en fin de compte qu'à force de faire leurs idioties ou du trafic, ils vont finir en tôle, et qu'en tôle, ils vont s'endurcir, et que peu à peu, les peines vont s'accumuler et qu'ils vont s'y retrouver pour la majeure partie de leur vie. Il me disait ça, vraiment, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Malheureusement, dans notre société, on ne pardonne pas. Aujourd'hui, quand vous pensez à Jacques Mérine, qu'est-ce que vous vous dites? Gâchis. Un gâchis parce que moi je suis sorti au bout de 14 ans, il aurait sorti au bout de 17 ans ou peut-être même 14 ans aussi. Et aujourd'hui on serait des papis, on serait comme tout le monde. Sinon que lui il aurait fait fructifier sa carrière de truand. Voilà, et on se marrerait probablement, on ferait des trucs à la con, voilà. Vous pensez que Jacques Mérine aurait pris sa retraite du banditisme un jour? Mais en laissant tomber la mélogamie, c'est une maladie qui ne se soigne pas, ça. Hein. Ça reste. Hein. Ces jeunes qui idolâtrent Mérine ou qui idolâtrent ces grands voyous, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Est-ce que c'est le bon chemin? Non, c'est pas le bon chemin. Pas du tout. Pas du tout, mais va-t'en raisonner un môme aujourd'hui avec ta bande de copains qu'il a dans la cité. C'est la course à la connerie. Vous regrettez le parcours que vous avez eu? Absolument pas. Absolument pas. Si c'était à refaire Je repars pour un tour. Est-ce qu'il vous arrive de penser encore aujourd'hui à faire un joli coup? Si jamais demain j'apprends que j'ai le cancer et que j'en ai pour 6 mois à vivre ou 4 mois à vivre, je vais faire un joli coup pour faire ce que j'ai envie de faire avant de mourir.